Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire avec notre partenaire Silverfort qui sera consacré à l'accès conditionnel sur Active Directory. On verra pourquoi on en parle. Je pense que c'est un mot qui a bien accroché parce qu'on a eu énormément d'inscrits. Donc pour cette session, hop, alors, donc je vais me présenter en premier, c'est pas très poli, mais je laisserai mon camarade après. Donc, je suis Hervé Thibault, je m'occupe de sujets de stratégie technique chez Medsys. J'interviens également sur des gros projets pour des grands comptes plutôt liés effectivement au sujet de sécurité et particulièrement sur l'identité. Je fais partie d'un programme qui s'appelle Microsoft Regional Director. Et je passe la main à mon camarade Franck. Oui, bonjour, Frank Levis. Je suis ingénieur solution pour Silverfort dans la région France. Le but du webinaire, hein, c'est pas de refaire une passe sur le modèle de tiering, etc., et de rappeler euh, pourquoi précisément il faut faire tout ça, mais il y a quand même quelques informations qu'il est toujours utile de rappeler. Donc pourquoi protéger Active Directory? Ben, je pense que si vous êtes là, c'est que vous le savez, mais bon, il y a quand même des sujets importants à rappeler. Donc là, je vous ai présenté un chemin d'attaque qui est un schéma assez standard. Alors, c'est très très simplifié, hein, mais on voit les différentes phases effectivement d'une compromission, de la reconnaissance jusqu'à la compromission globale du système. Donc vous connaissez le principe. Il y a le malware, il arrive par certains vecteurs qui sont bien connus. Il y a une compromission. Il y a après ce qu'on appelle, et ce qui est assez propre, enfin qui n'est pas que Active Directory, mais des mécanismes qu'on connaît bien sur Active Directory, donc les mouvements latéraux et l'élévation de privilèges. Et ce qui va faire qu'ensuite, on va exfiltrer des données et on va compromettre globalement tout le SI. C'est-à-dire que si j'ai atteint le Graal d'Active Directory, ben, je peux diffuser par exemple mon ransomware sur l'ensemble des assets qui sont gérés dans Active Directory. Donc potentiellement souvent toutes les applications critiques. Donc, pourquoi on fait ça? Ben, parce que c'est demandé par la réglementation. Déjà, enfin, il y a forcément les impacts business qu'on a chez soi. Ça devient une obligation, si on peut dire ça, réglementaire. Donc, même si c'est pas forcément dit en tant que tel, on vous dit pas il faut par exemple mettre en œuvre du tiering sur Active Directory, mais on dit il vous faut protéger l'identité. Forcément au sens large, hein, ça pourrait être intra, ça pourrait être Entra, pardon, ça pourrait être Okta, etc. Donc on retrouve ça dans NIS 2, dans DORA, dans le CRA pour certaines entités qui seraient concernées. Et puis un besoin beaucoup plus basique, enfin direct, matériel, c'est aussi les cyberassurances. Les cyberassurances qui vont vous dire est-ce que vous avez implémenté le tiering model et pourquoi ils rentrent. Alors non, ce ne sont pas des experts en cybersécurité, c'est juste qu'ils ont consulté l'ANSSI, qui est une référence en France, et notamment l'ANSSI, dans son guide de cyberhygiène, alors le cite pas forcément, mais il y a un guide qui est assez détaillé, que vous voyez représenté à droite, qui vous dit effectivement, pour la sécurisation des systèmes qui reposent sur Active Directory, on voit bien qu'effectivement le système du SI entière, il est présenté. Donc voilà une bonne raison. Si maintenant je vais juste m'attarder 30 secondes sur les attaques Active Directory. Alors pour ceux qui étaient présents aux Identity Days, hein, je vous encourage. Donc Franck était également présent, Silverfort était sponsor, etc. Donc ça c'est un schéma que moi j'avais présenté dans la session que j'avais. Donc on rencontre deux gros types de vulnérabilités. Dans les attaques, il y a celles qui vont être concernées, il y a celles qui vont être consacrées à des vulnérabilités liées aux OS, liées aux équipements. Et puis, on va avoir des erreurs. Alors, si on peut, des erreurs de configuration AD. C'est pas forcément qu'on a mal fait les choses, c'est qu'on n'a pas fait les choses selon les règles de l'art. C'est pas forcément une faute de configuration. On n'a pas on n'a pas configuré le bon paramètre. Ça peut être qu'on n'a pas mis en place certains mécanismes dont on va parler aujourd'hui. Donc pour tout ce qui est CVE, le premier principe, hein, c'est ça, on le répète tout le temps, mais on patch. Voilà. Parfois c'est compliqué. Il semblerait, on s'autorise à penser dans un milieu autorisé que les patchs Windows 11 du début d'année étaient particulièrement compliqués. Nous, on a connu on a eu des problèmes avec des clients qui ont perdu 98% de leur parc. Donc ça, voilà. On a eu des interventions d'urgence. On parle aussi de firmware hein, quand on parle d'équipement. Donc là, c'est derrière, j'ai une stratégie de vulnerability management. Je fais du VOC, donc Vulnerability Operation Center, etc. Et pour les erreurs de configuration AD, ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, notamment.
Juste un petit rappel sur le tiering model. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, si vous n'êtes pas familier avec, on pourra, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On pourrait vous en parler, hein. Je le rappelle, le but du jeu, c'était pas forcément de redécrire complètement le modèle. Enfin, en tout cas, techniquement, comment on le met en œuvre. Donc, un rappel, le tiering, alors je l'ai appelé simple, mais classique, c'est j'ai 3 tiers. Donc, un tiers 0, un T0, un tiers 1, un T1 et un T2. L'idée étant de séparer les composants de l'infrastructure en fonction de leur niveau de criticité et de rendre les différents tiers effectivement hermétiques entre eux, hein, de ne pas laisser d'empreinte d'empreinte au sens H, au sens des identités qui permet effectivement de passer d'une couche à l'autre et donc d'atteindre ce fameux Graal qui va être le tiers 0 et qui permettrait à partir de là, à partir du moment où je suis admin du domaine, pour schématiser, je peux effectivement compromettre l'ensemble des ressources actives directory. Donc ça, je pense que vous êtes assez familier avec le principe. Donc ça, c'est le tiering assez classique. Et puis on rencontre des cas un petit peu moins classiques. Par exemple, donc ça, c'est issu d'un projet qu'on a eu à mener. Je ne peux pas citer le client, mais c'était quelque chose qui était extrêmement sécurisé. L'idée était de mettre pour des environnements VDI, donc dans le cloud, en s'appuyant sur un Active Directory dans le cloud. Donc on a eu le sujet AD managé versus AD IaaS qui a été tranché. Vous avez la réponse sur le schéma. Et puis, l'idée, c'était de proposer, effectivement, le client est segmenté en direction métier. À l'intérieur, on voulait vraiment cloisonner des applications. C'est-à-dire que je veux vraiment avoir des silos applicatifs à l'intérieur même des directions métiers, puisqu'en plus, il y avait des silos dans un AD commun par direction métier. Donc là, le challenge, effectivement, c'était de dire, alors la contrainte est là, c'est de dire, j'ai mes propres utilisateurs, j'ai mes propres machines et j'ai mes ressources qui sont liées à une application. Et donc, potentiellement, si un client a besoin d'accéder à 2 applications, il a 2 comptes et il accède sur 2 VDI différents. Il atterrit en gros, en termes d'atterrissage, il atterrit à 2 endroits différents sur la zone VDI. Donc, comment on a présenté ça? Effectivement, on l'a fait avec du tiering model un petit peu adapté. Vous avez une représentation à droite, hein, où dans les EU dites applicatives, on va regrouper et les utilisateurs et les postes et les services qui vont être concernés. Donc, dans le cas qu'on a vu, ça pouvait être de l'Amazon FSX, et également plus d'un serveur de fichiers. Et puis, on met en place des stratégies assez classiques des GPO, de deny, et puis d'accès en fonction des ressources. Voilà, et j'y reviendrai après, puisqu'on a eu l'occasion de parler de présenter un modèle basé sur Silverfort. Alors, voilà, j'ai fait le petit rappel sur le tiering model, ça c'est fait. Et est-ce que ça suffit à soi-même? En fait, non. Au sens tel qu'on le représente Microsoft, c'est-à-dire la séparation en 3 couches. En fait, on s'appuie généralement sur pas mal d'autres sujets, hein. Pareil, je n'en ferai pas le tour aujourd'hui, c'est pas l'objectif, mais ça sert à rappeler un petit peu tout ce qui va manquer un petit peu dans Active Directory. Donc, il y a des sujets qui manque, ce qu'il est nécessaire de faire en plus pour sécuriser Active Directory, plus exactement. Donc la segmentation réseau, voire de la micro-segmentation si on veut isoler vraiment chaque machine, donc plutôt au niveau du tiers 0, mais pas que. Donc là, ce sont notamment, on va le faire quand on veut faire maîtriser vraiment les protocoles qui sont utilisés entre telle machine et telle machine, par exemple entre une station d'administration et un contrôleur de domaine, entre un contrôleur de domaine et le serveur WSUS, tant qu'il vit encore, pour assurer ses mises à jour, ou les serveurs de supervision, etc., etc. Le durcissement des systèmes, donc ça c'est aussi un sujet, hein, c'est-à-dire les stratégies que vous allez mettre en place pour voir comment on va autoriser les connexions locales ou pas, pour durcir certains paramètres, gérer certaines fonctionnalités qui vont être liées je sais pas, à de la virtualisation, les containers pour virtualiser les credentials, notamment la partie application control. Donc on trouve ça aussi bien sur des serveurs, ça s'applique aussi bien aux serveurs dans le T1, aux postes dans le T2 et forcément aux contrôleurs de domaine dans le T0. Voilà. Donc la gouvernance des identités à privilèges, qui est super important, hein, ça ne sert à rien d'avoir un modèle performant si c'est pour avoir 30 000 administrateurs du domaine, mais pas que. Hein,
Ça va toucher aussi les administrateurs au niveau terrain. La MCO, Active Directory, alors maintien en condition opérationnelle, donc c'est effectivement, je m'assure que ça répond bien en termes de perf, que c'est disponible et de pouvoir gérer les updates, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, donc les correctifs de sécurité, voire des mises à jour de firmware, parce qu'il y a aussi des vulnérabilité comme on en parlait précédemment. La partie surveillance Active Directory, donc ce qu'on appelle l'ITDR, hein, Identity Threat Detection and Response. Donc là, il y a un certain nombre de solutions qui permettent de s'assurer que, enfin, détecter des alertes ou des vulnérabilités et puis, le cas échéant, d'apporter des réponses suivant les solutions. On peut apporter des réponses de manière automatique. Et un des gros sujets aussi derrière ça, c'est l'utilisation du MFA. Voilà, d'être en mesure d'apporter de l'authentification forte sur certains sujets, et Franck nous en reparlera là-dessus, parce que c'est aussi un des sujets de Silverfort. Donc à partir de tout ça, effectivement, là, on commence à avoir un AD qui commence à être bien sécurisé, et nous, alors sans l'illustrer, hein, mais effectivement, dans ce qu'on appelle la partie, le Secure Legacy Identity Deployment Kit, où on retrouve, effectivement, par rapport à ce que je vous disais, différents sujets. On a des modèles industriels autour du tiering, c'est le tiering deployment kit avec la partie forcément T0, T1, T2, les postes d'administration, etc., la partie hardening, la partie gouvernance, donc des identités à privilèges, des identités génériques, et puis le renforcement de la partie réseau. Donc là, je vais pas m'attarder plus. Alors, quand on dit effectivement un tiering model ou des tiering models, il y a presque autant de tiering models que de clients. Il y a des modèles, il y a un modèle qu'on utilise, il y a en gros, on a un livre de recettes et puis après, on s'adapte aux besoins du client. Pourquoi? Parce que parfois, on va mettre un environnement dédié de management. Donc, c'est ce que je disais, hein, les correctifs de sécurité, la supervision. Ça va être dédié à T0 ou pas, ou ça peut être mutualisé entre T0 et T1, ça dépend de critères sur lesquels je vais revenir. Pareil pour le hosting, c'est-à-dire au sens hyperviseur. L'idéal voudrait que effectivement j'ai un ESX par exemple qui soit dédié T0 et que sur cet ESX je ne mutualise pas des ressources T0, T1 ou T2, en cas de vulnérabilité liée à l'ESX. Je peux compromettre tout de suite toutes les zones. Bon, ça, c'est possible ou pas parce que le modèle, il doit être adapté à la taille et aux enjeux des entreprises. Il y a une certaine complexité, on se le ment pas, et c'est aussi ce sur quoi Franck reviendra, parce que l'utilisation d'un outil quand même facilite pas mal de choses par rapport au modèle que nous, on a présenté. C'est forcément un sujet de budget. Voilà, il y a des coûts. Donc, il y a le coût du design, qui est déjà, il faut faire un certain nombre d'ateliers pour que l'utilisateur, pour que les clients comprennent bien ce qu'on met en place en face, parce qu'il y a le coût de la construction. Donc, suivant la taille du client, c'est des choses qui sont plus ou moins complexes. On peut avoir des environnements de pré-prod, des environnements de prod, on automatise le déploiement des serveurs du T0, mais aussi souvent des postes d'administration, donc les pots. Et puis, il y a la partie run, parce que dans le temps, le tiering model et les composants qui tournent autour, hein, donc tout ce qu'on a mis dans le T0 en fonction de, même le T1, en fonction de l'organisation qu'on avait, ça évolue. Donc ça évolue avec la vie de l'entreprise. Vous avez pareil des fusions-acquisitions qui font que ça fait vivre le modèle. Donc là, la façon dont je l'ai représenté, hein, c'est en fait, c'est pas je tire et j'oublie, c'est ça le petit jeu de mots avec Fire and Forget. Donc je le mets en place et puis je m'en vais et puis je l'oublie et puis ça marche tout seul. C'est un peu plus complexe que ça. Si maintenant je regarde un petit peu, je me dis bon, à côté AD, c'est vrai que c'est pas la chose la plus facile à mettre en place. Et si je regarde côté Entra ID, on va pas faire un cours côté Entra ID, c'est juste pour voir qu'est-ce qu'on a en plus ou en moins. Et qu'est-ce qui serait bien qu'on récupère côté Active Directory? Donc côté Entra, j'ai des utilisateurs, des groupes, des devices, des choses qu'on retrouve aussi côté Active Directory. Mais j'ai aussi la notion d'apps, la notion donc dans Enterprise Application, la notion de service principal. J'ai des identités qui sont externes et managées. Je vais retrouver des rôles Active Directory. Donc, je peux faire du airbag dessus, etc. J'ai une notion d'audit and logs qui est aussi très avancée et lisible, parce que dans Active Directory, je peux activer un certain nombre de choses. C'est pas forcément super lisible quand il faut corréler 3 ou 4 ou 5, 6, peut-être même événements pour retrouver le contenu d'une GPO et à qui elle s'applique et qui l'a modifié.
À partir de là, j'ai un mécanisme effectivement de ce qu'on appelle de gouvernance d'identité. Donc, je vais avoir ce qu'on appelle du PIM, hein, pour dire je vais pouvoir être administrateur sur un temps donné. De manière à pas être administrateur tout le temps et limiter la surface d'attaque. Je vais avoir des revues d'accès donc de recertification de manière régulière, alors que ce soit au niveau des rôles intra ou de ce qu'on peut trouver dans Office 365, hein, pour revoir si c'est le principe du moindre privilège, si j'ai toujours besoin de ces accès-là. J'ai la partie Enterprise Application que j'ai évoquée qui me permet de faire du SSO pour ça schématiser, hein, du SSO sur une myriade d'applications SaaS. Et puis enfin, le composant qui nous intéresse principalement aujourd'hui, la partie, enfin c'est pas les moindres, hein, la partie Identity Protection, où je vais avoir le MFA, voilà, qui était le grand classique, et la partie Conditional Access, qui est vraiment un game changer, donc un accès conditionnel qu'on va pouvoir faire soit sur l'identité elle-même, soit sur le device, donc avec plutôt de Intune dans ce cas-là, et aussi également en fonction des niveaux de licence, hein, qu'on a avec Microsoft. Je les évoque pas ici, mais ça dépend des niveaux de licence. Effectivement, je peux avoir aussi quelque chose qui va être basé sur le risque. Et puis la dernière nouveauté avec Agent 365, avec un certain nombre de choses, mais tout le monde s'y met, hein. Franck, je ne sais pas si tu auras l'occasion de l'évoquer avec Silverfort, mais effectivement, bientôt, il y aura plus d'agents IA que de collaborateurs dans les sociétés, enfin, si c'est pas déjà le cas. Il va être nécessaire d'avoir, en plus de ces utilisateurs groupes, etc., un nouveau type d'assets à gérer qui sera l'agent et beaucoup de sujets qui arrivent dans Entra. Forcément, ça n'arrivera pas côté Active Directory. Donc c'est pareil pour tout ça, je ne vais pas m'attarder, mais on a un certain nombre de modèles qui permettent d'utiliser un certain nombre de technologies pour assurer les équivalents un petit peu de ce qu'on voit, le principe du moins de privilèges, la micro-segmentation, etc. Je voulais illustrer ici. Donc, l'idée, c'est de dire comment est-ce que je peux apporter le meilleur d'Entra ID pour AD. Alors, premier sujet, pareil, si on avait eu le cas, alors c'était pas cette année, enfin en 2025 aux Identity Day, je crois, mais c'était le sujet en 2024. Déjà, c'est de se dire, est-ce que finalement, ça vaut le coup d'investir sur Active Directory parce que de toute façon, ça va disparaître bientôt. Donc le bientôt, il y a le bientôt côté client, côté société, puis il y a le bientôt côté Microsoft. Donc le bientôt côté société, forcément, on gère un certain nombre de dettes technologiques pour X ou Y raison. Déjà, quand on parle d'IT, de plus en plus, nous, on a des sujets qui concernent les environnements OT, dans lesquels on a de l'Active Directory, on a des gros projets en cours et les sujets, on consolide des environnements OT. Vous vous doutez bien que dans ces cadres-là, enfin, le paradigme, il est différent. On ne parle pas forcément d'évolutivité, on est vraiment dans la continuité de processus business. Donc l'Active Directory, il est là pour durer, puis on ne gère pas forcément les mises à jour quand on le ferait côté IT. Donc ça y est, Microsoft a acté que Active Directory ne disparaîtrait pas de sitôt, qu'Active Directory n'était pas non plus forcément une menace. C'est pas parce qu'il y avait encore Active Directory qu'on ne vendait pas d'Entra ID. La plupart des clients sont en mode hybride et on conserve de l'Active Directory normalement vraiment pour les sujets qu'il doit conserver. Donc n'oubliez pas, si on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de créer les comptes dans Active Directory et les répliquer côté Entra. Ça peut être l'inverse et maintenant on peut même changer la source d'autorité depuis peu. Donc pour autant, hein, Active Directory va rester. Dans Windows Server 2025, c'était l'objet de la session Identity S qu'on avait fait en 2024, donc en novembre 2024. Il y a des éléments qui sont dedans. Par contre, il n'y aura rien de révolutionnaire. On va pas apporter, Microsoft va pas apporter le MFA, va pas apporter un certain nombre de choses. Il y a quand même c'est très récent, ça date de 2 semaines, je pense, hein, un plan d'action pour se passer de NTLM. Ça apporte certains éléments qui vont vous aider à détecter, effectivement, mieux détecter les systèmes qui utilisent du NTLM et s'en passer, mais ça ne va pas tout faire. Donc la question que je vais te poser maintenant, Franck, c'est par rapport à ce que moi j'ai évoqué et donc l'amélioration qui peut être apportée dessus ou de nouvelles choses, effectivement, qu'est-ce que peut proposer Silverfort? Oui, merci Hervé. Oui, effectivement, Silverfort, c'est une solution de sécurité d'identité. On couvre non seulement Active Directory, qui est le sujet d'aujourd'hui, de cette webinaire, mais on peut aussi couvrir les différents environnements avec des identités
On parle bien des identités qui sont dans le cloud, dans les différentes IDP comme Entra-ID, Okta, Ping ou autres, mais aussi dans les environnements IaaS et les applications SaaS. En plus, on peut aussi détecter l'usage des comptes locaux sur des postes Windows et ça permet d'avoir une visibilité consolidée de toutes les identités dans les différents silos. La solution est modulaire. On permet d'avoir des accès uniquement aux modules qui sont pertinents pour nos clients. Du coup, c'est possible d'avoir des visibilités sur la posture de sécurité avec les ISPM, détection des menaces avec les ITDR, d'avoir l'MFA sur les accès Active Directory, la pare-feu d'authentification, la partie compte de service, on s'appelle aujourd'hui NHI, et pour sécuriser les accès privilégiés avec le Privileged Access Security. L'idée, c'est vraiment de couvrir tous les différents utilisateurs, quels que soient des employés, des comptes privilégiés, les accès externes et les comptes de service ou cloud. Ouais, ensuite, le fonctionnement de la solution pour la partie Active Directory. À chaque authentification Active Directory, le contrôleur de domaine va recevoir la demande d'authentification, quel que soit LDAP, NTLM ou Kerberos. Et il va traiter la demande, mais avant de répondre à la demande, il va demander l'appliance Silverfort qui est hébergée chez vous comme une appliance virtuelle pour une deuxième opinion. Silverfort va ensuite analyser le risque de l'authentification, le contexte, et on va faire même un échange de risques avec d'autres solutions qui font la détection de risques. Vous pouvez penser à des solutions EDR pour les risques sur les postes utilisateurs ou les serveurs, un NDR ou XDR pour détecter les menaces sur la partie réseau, ou même des solutions cloud qui font l'estimation de risque pour les identités synchronisées vers la cloud et qui permettent d'avoir un risque consolidé dans la solution Silverfort. Ensuite, on peut aussi, bien sûr, envoyer les risques vers votre SOC ou même vers votre solution SIEM ou SOAR pour orchestrer la réponse. Côté Active Directory, on a la capacité de répondre en temps réel sur chaque authentification de 3 façons. On peut, pour les comptes humains, on peut les protéger avec un MFA. Là, on peut déclencher l'MFA existant bureautique, mais on peut aussi permettre d'avoir un MFA supplémentaire selon la population d'utilisateurs, selon le niveau de confiance des ressources de l'accès. Du coup, ça pourrait être l'MFA Microsoft, ça pourrait être aussi un FIDO2 ou une authentification OTP ou push mobile vers un téléphone portable. Pour les comptes de service, on va faire l'inventaire et on propose de protéger les comptes de service en mettant en place des contrôles d'accès contextuels sur chaque compte de service. Pour le tiering AD, on apporte la visibilité et on permet de restreindre les accès par tiers ou même dans chaque niveau de confiance, on peut même limiter les droits d'accès pour avoir des accès très granulaires sur les différentes ressources selon les besoins d'utilisateurs du métier de l'utilisateur. Alors, attends, avant de continuer, je vais en profiter. Il y a une question. Alors, c'est assez classique. Est-ce que ça fonctionne? On l'a souvent hein, vis-à-vis de certaines recommandations qu'on a évoquées. Est-ce que ça fonctionne avec un agent sur le DC et pourquoi? Enfin, pourquoi on en a besoin? J'anticipe la réponse. Et moi, je rajouterais aussi un sujet qu'on a souvent, c'est est-ce que la Silverfort peut travailler complètement on-prem, notamment pour des systèmes qui sont très, très régulés, etc. Oui, d'accord. Première réponse sur la question, est-ce que vous avez besoin d'un agent sur les contrôleurs de domaine? Oui. Comme des solutions ITDS, il n'y a pas de magique. Il y a besoin d'avoir un agent sur le contrôleur de domaine pour extraire le contexte de l'authentification pour mettre en pause l'authentification côté Active Directory avant que Silverfort a analysé et traité la demande d'authentification et ensuite on répond au contrôleur de domaine pour continuer l'authentification. Du coup, il y a besoin d'avoir un agent sur les contrôleurs de domaine. Par contre, vous pouvez tourner cette solution complètement de façon isolée. Si vous avez un tiers zéro cloisonné qui ne communique pas du tout avec Internet, il n'y a aucun souci. La solution Silverfort permet
d'être complètement hébergé dans le tiers 0, cloisonné, sans aucun accès vers l'extérieur. Bien sûr, il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas, comme l'MFA vers le téléphone portable, mais vous avez toujours un accès sur le MFA OTP au fil de 2 dans le contexte cloisonné. Ouais, voilà, nous, c'est effectivement, c'est des solutions qu'on a eu l'occasion de parler avec des clients. Effectivement, on partait sur de la clé FIDO pour le MFA dans ce cadre-là, ouais. Ensuite, si tout est bon, Serverforce répond au contrôleur de domaine pour permettre l'authentification. Du coup, c'est transparent pour l'utilisateur ou pour l'application. Il n'y a pas de changement de flux de travail. Il n'y a pas de changement du code sur les serveurs applicatifs ou sur les postes utilisateurs. Du coup, cette solution permet d'avoir une découverte automatique et en continu. Par exemple, il y a des angles morts pour un projet tiering, c'est l'utilisation des protocoles faibles, surtout pour des comptes à privilèges. Il y a toujours des comptes de service qui sont inconnus, on ne connaît pas, même pour les comptes qui sont connus, on ne sait pas exactement où ils sont utilisés. On ne connaît pas les propriétaires parce qu'on ne sait pas où ils ont utilisé. Et la portée de chaque compte est inconnue. Les comptes bureautiques, parfois, ont des droits admin sur les serveurs tiers 1 ou même sur niveau AD. Et il y a souvent des comptes admin brise class qui sont utilisés partout, tout le temps, quand ça devrait être restreint pour l'accès brise class. Dans l'approche Serverforce, on permet un déploiement rapide et facile. On permet la classification automatique et en continu de tous les accès privilégiés pour découvrir les accès sur des ressources tiers 0 et tiers 1 pour avoir une visibilité complète sur les accès privilégiés. On permet aussi de découvrir les comptes de service par une détection comportementale. Du coup, on peut détecter s'il s'agit d'un accès par un compte de service par le comportement du compte. Il n'y a rien à faire, c'est complètement automatique. Et on va évaluer le contexte de chaque authentification qui permet d'identifier l'utilisation des protocoles faibles et les risques associés. Ensuite, on permet de contrôler dans le slide suivant, on peut contrôler les accès. On peut implémenter des contrôles d'accès. Pourquoi c'est pertinent pour le tiering? Les accès, les contrôles d'accès natifs dans Active Directory, on parle des stratégies de groupe et les silos de stratégie d'authentification, ils ont certaines limitations qui les rendent difficiles à implémenter parfois dans certains contextes. Là, on a une solution. Pareil, l'MFA bureautique qui est souvent déjà en place est souvent limité uniquement aux accès web modernes et au max, il est limité aux l'ouverture de session Windows. Et pour les accès admin, il y a souvent très peu de vouloir de gérer la complexité de cycle de vie des certificats, les jetons physiques pour les accès admin, sauf peut-être pour le tiers 0 où il y a normalement très peu d'utilisateurs. Il y a une façon de limiter dans le temps les accès dans Active Directory avec les JIT, mais c'est une fonctionnalité qui est très peu utilisée et les documentations Microsoft parlent uniquement sur comment l'implémenter dans un contexte Red Forest qui est très peu utilisé, sauf dans les environnements le plus restreints. Avec Serverforce, vous pouvez limiter les droits d'accès facilement. Du coup, vous pouvez implémenter des contrôles d'accès rapidement qui peuvent limiter les comptes privilégiés et les comptes de service uniquement pour permettre les accès aux ressources pertinentes. On fournit des politiques MFA pour Active Directory qui permettent d'étendre l'MFA bureautique et complémenté par d'autres solutions MFA comme le FIDO2, OTP ou MFA mobile pour éliminer les accès avec des vols de jetons authentification d'IH dans le tiers 0, tiers 1 ou même dans le tiers 2. La solution est facile et rapide à déployer et ça permet de même de l'implémenter pour utiliser comme réponse aux incidents en cours. Du coup, ça pourrait être utilisé dans une stratégie IR pour éliminer les accès des attaquants en temps réel pour rapidement revenir vers un état utilisable de votre environnement informatique. Le just-in-time,
de Silverfork permet de réduire la surface d'attaque d'un compte privilégié jusqu'à presque 0. Et dans le slide suivant. Donc, ouais, juste pour rajouter, donc nous, effectivement, la complétion, enfin rendre le MFA disponible pour d'autres sujets que la bureautique, bah, c'est aussi pour un autre client un sujet qu'on avait regardé pour des postes d'admin. Voilà, une problématique de sécurisation des postes d'admin, et c'était apporter du MFA pour tout un tas d'exécutions en lieu et place du mot de passe avec du FIDO2 pour lorsqu'on exécutait des interfaces d'administration. Et juste pour préciser, hein, ça, tu nous montreras ça en démo juste après. Oui, il y a une question aussi sur si c'est possible d'utiliser la solution uniquement pour une partie des utilisateurs, uniquement. Et oui, on peut appliquer des politiques uniquement aux utilisateurs à risque ou de certains accès à risque. On peut parler des accès tiers 0 ou tiers 1 ou les deux. Il n'est pas nécessaire d'avoir des politiques pour tous les utilisateurs. Ça pourrait être appliqué uniquement aux utilisateurs et des accès pertinents pour protéger. Oui, ça, de toute façon, je pense que tu nous montreras dans la démo le degré de granularité. Et puis, bah, nous, dans le REX, sur le cas que je présentais tout à l'heure, effectivement, il y aura aussi cette limitation à certaines populations d'utilisateurs. Ouais. Du coup, finalement, on a aussi il y a souvent un problème après la terminaison d'un projet AD tiering que les nouveaux comptes qui sont créés passent à côté des contrôles d'accès tiering et le modèle n'est plus conforme de tiering. Il y a des utilisateurs qui ont des habitudes qui sont difficiles à changer. Parfois, ils voient le tiering comme une licence et essaient de activement contourner le modèle tiering. Qui est possible avec les contrôles d'accès natifs dans Active Directory. Si quelqu'un a le droit admin sur un poste ou sur un serveur, il peut facilement contourner le modèle pour permettre des accès avec des comptes bureautiques, par exemple. Et on voit parfois aussi des comptes privilégiés qui ont été réutilisés pour se connecter aux ressources dans plusieurs niveaux. Du coup, ça casse aussi le modèle tiering parce que la hache du mot de passe ou le mot de passe est diffusé vers des ressources dans un autre tiers qui casse l'étanchéité entre les tiers. Avec Silverfork, le but est de surveiller en continu tous les accès privilégiés. Ça permet de détecter tous les comptes qui ont un droit réel privilégié sur une ressource. On détecte ainsi les accès sur plusieurs niveaux. Du coup, si quelqu'un se connecte avec un compte ami du domaine sur des postes contrôle de domaine, mais aussi sur les serveurs ou même sur les postes travail, on va le détecter et on va aussi, si vous avez par exemple des bastions ou les PAW pour protéger des accès privilégiés, on va voir si l'utilisateur se connecte depuis le bastion ou PAW ou si l'utilisateur contourne ce type de poste d'administration pour brécher les politiques de sécurité. Tout ce qui est détection, on a aussi les règles de protection pour éviter que ce type d'accès se reproduise. On peut bloquer les accès non autorisés, on peut bloquer les accès entre tiers. On peut aussi bloquer des accès si la connexion n'est pas depuis une source autorisée comme un PAW. Du coup, le but, c'est d'avoir une façon de sécuriser le modèle tiering, de surveiller le modèle tiering en continu. Et finalement, on va passer en démo pour vous montrer un peu les capacités de notre produit. Ouais, alors pour la démo, hein, juste pour introduire, est-ce que déjà l'interface, elle va être plus sympa que celle d'Active Directory? Bon, hein, on va pas se mentir, le challenge n'est pas très élevé non plus. Mais non, moi juste, c'est toujours agréable d'avoir tu vas le montrer, une belle interface parce que ça fait pas tout, ça fait pas la qualité du produit, l'ability to execute comme on dit, mais ça ne gâche rien. Vas-y, je te laisse repartager toi ton écran. Oui, normalement c'est visible. Yes. Du coup, l'interface web moderne permet d'avoir une visibilité sur les différents composants Active Directory. D'abord, on va amener un aperçu global sur toutes les identités détectées dans Active Directory, mais si vous voulez aussi dans les différents environnements cloud.
Et ça permet d'avoir une vue consolidée d'une identité comme présent dans les différents silos d'authentification. Ensuite, on a un journal d'authentification qui permet de rapidement remonter les authents pertinents pour implémenter des projets, pour débloquer des accès problématiques, pour retrouver des intrusions, avec des filtres intégrés. Par exemple, dans un projet tiering, il y a une phase de hardening Active Directory où vous voulez éliminer l'usage des protocoles faibles dans le tiers 0 et idéalement aussi dans le tiers 1. Là, on permet de rapidement filtrer toutes les authentifications pour remonter les authentifications faibles, par exemple l'utilisation d'AirDrop SimpleBind, un terme V1, un terme V2, Kerberos RC4, pour uniquement remonter les authentes des comptes privilégiés. Et ça permet de découvrir toutes les ressources mal paramétrées ou peut-être des applications, des vieilles applications qui ne supportent pas des authentes modernes. Ça permet de retrouver tous les types d'accès sans avoir besoin de couper les accès. Parce que sans cette visibilité, si vous mettez un utilisateur dans Protected User, ça risque de couper des accès, parfois des accès critiques. Surtout pour éliminer ce type de risque, vous pouvez avoir une visibilité complète sur les authentifications avec Silverfort. On a un module ESPM qui permet de remonter s'il y a des malparamétrages. Le plus fameux sont bien sûr les shadow admin, les comptes avec SPN, etc., les vieux systèmes d'exploitation, l'utilisation de NTLM V1, etc. On va remonter. Oui, pardon. Juste si tu veux bien préciser, si ISPM, enfin tous les XSPM, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. Oui, du coup, oui, c'est ISPM et ça tourne en continu. Dès que on détecte quelque chose, on va vous remonter et on prend en compte pour la calcul de risque pour l'authentification. Du coup, si vous implémentez des règles basées sur le risque, la posture de sécurité est prise en compte par la solution. Ensuite, on a un module compte de service ou NHI. Cet module permet de la détection de l'utilisation de chacun des comptes de service dans votre environnement Active Directory, mais aussi dans les environnements cloud, si vous voulez. Et pour chaque détection, on va vous faire remonter exactement où est utilisé chaque compte de service. Du coup, si vous avez des comptes de service qui ont un usage principal, ça c'est visible facilement avec le nombre des authentes par source. Et ensuite, souvent, il y a des utilisations à côté dans des scripts par des gens qui utilisent le même compte pour se connecter quelque part. Là, on va faire remonter avec le nombre des authentes et ça permet de faire un projet de nettoyage des comptes de service, d'éliminer les usages à côté, attribuer un propriétaire du compte, etc. Du coup, le but, c'est vraiment d'avoir une visibilité complète sur tous les comptes de service qui sont utilisés dans votre environnement. On voit les sources, les destinations et les protocoles. Ensuite, on a un aperçu sur les comptes privilégiés. On va détecter automatiquement tous les accès privilégiés vers les ressources tiers 0, tiers 1, pour identifier les utilisateurs qui ont un accès qui permet de se connecter avec un RDP, avec un PowerShell distant, toutes les différentes façons que vous pouvez imaginer pour gérer les différentes ressources. Également, on détecte s'il y a des usages avec un compte sur des ressources en plusieurs niveaux. On va faire remonter ce type d'accès comme un accès cross-tier et on va vous montrer où exactement a été lieu ce type d'accès cross-tier entre niveaux. Par exemple, ici, il y a un accès d'un compte vers une ressource tiers 1, ainsi que le tiers 0. Du coup, le compte est utilisé dans plusieurs tiers. Et finalement, on peut aussi protéger les accès. On peut protéger les accès par module. On peut, par exemple, prendre un compte de service. On peut limiter les droits d'accès. On peut dire ce compte de service est uniquement utilisable sur les ressources où le compte tourne l'application. Et on va, par exemple, envoyer une alerte s'il y a un usage en dehors du périmètre autorisé. On appelle ça le virtual fencing. Dans un premier temps, vous pouvez surveiller les accès non autorisés. S'il n'y a pas d'effet positif, vous pouvez passer en mode blocage. Et ça permet de rapidement mettre en place un contrôle d'accès pour éliminer le déplacement latéral avec ce compte si quelqu'un obtient le mot de passe ou le jeton d'authentification.
La même chose est possible pour les comptes à privilèges humains. Ça permet de limiter les droits d'accès uniquement aux serveurs tiers 0 pour les comptes tiers 0 ou par métier, les serveurs applicatifs pour chaque, selon le métier d'utilisateur pour le tiers 1. Et enfin, on a le just-in-time pour limiter dans le temps l'usage du compte. Et là, on peut, par exemple, automatiquement désactiver le compte après 1 heure. Et si quelqu'un a besoin d'accéder au compte, il a besoin de demander une justification d'accès, de remplir la justification d'accès et de approuver une demande MFA. On peut aussi avoir des politiques d'authentification avancées, par exemple, pour éliminer le contournement des stations d'administration et de permettre uniquement des accès sur un serveur si l'utilisateur, l'admin, se connecte depuis un serveur d'administration. Là, on est vraiment dans dans ce que nous on appelle effectivement proposer de l'accès conditionnel, hein, effectivement sur la partie AD en fonction de tout un tas de règles, quoi. Exact. Et c'est un accès conditionnel. Ça peut être même basé sur le risque pour chacun des authentifications Active Directory. Le but, c'est d'amener le même niveau de sécurité que vous avez peut-être déjà dans la partie cloud, mais vers le périmètre on-premise Active Directory. Pour vous montrer à quoi ça se ressemble dans la pratique, je vais peut-être partager un environnement Active Directory. Voilà. Et là, je vais vous montrer un accès privilégié que je vais sécuriser avec Silverfort. Et là, je vais utiliser pour un accès tiers 1, je vais utiliser un téléphone portable avec un MFA. Et je vais me connecter avec mon compte admin tiers 1. On précise que l'émulateur, il fait comme du Windows Phone, hein. C'est un Android. C'est historique. Du coup, j'ai une petite notification qui dit il y a une demande d'authentification qui arrive sur votre téléphone. Et si je prends le téléphone, je vois dans l'appli Silverfort ou dans votre MFA existant la demande d'authentification. Et uniquement si j'approuve la demande, je vais avoir un accès avec mon compte privilégié. Ensuite, si par exemple vous avez un accès vers une ressource avec le compte privilégié et il y a un attaquant déjà présent sur la ressource cible, il peut voler le jeton d'authentification. Le risque, même avec des solutions PAM déjà en place, ils ne peuvent pas éliminer ce type de vol des jetons qui ont été disponibles sur les ressources cibles. L'attaquant va essayer de se connecter ailleurs avec des protocoles de gestion à distance, comme PowerShell à distance, WMI, PSExec, et envoyer la demande d'authentification vers Active Directory pour récupérer le jeton pour se connecter ailleurs. Silverfort voit cette tentative de déplacement latéral. Si on n'est pas sûr si c'est un accès légitime ou non, on va simplement demander à l'utilisateur est-ce que c'est vous qui êtes en train de faire cette demande d'accès? Si le propriétaire du compte ne reconnaît pas cette demande ou ne réagit pas, ça va bloquer la demande. Du coup, ça permet de uniquement permettre les accès déplacement latéral légitimes et de bloquer tout l'usage déplacement latéral qui ne sont pas légitimes. Du coup, s'il y a un attaquant déjà présent, il ne peut pas voler le jeton pour se connecter ailleurs parce que le propriétaire du compte ne va pas autoriser l'accès. Je pense que j'ai montré un peu les différentes fonctionnalités. Peut-être vous avez des questions maintenant ou non, je repasse vers Hervé. Alors, si, attends, j'ai une question. C'est un grand classique. La possibilité d'un failover. Qu'est-ce qui se passe si en fait tu as Oui. la solution, bon, ça arrive jamais, hein, on suppose, hein, mais la solution Silverfort, elle dysfonctionne ou les serveurs qui rentrent on détaille pas l'architecture qui est derrière, hein, pour X ou Y raison, elle n'est pas dispo. Voilà. Si tu pouvais nous éclairer un peu là-dessus. Oui, on a la capacité de tourner la solution en mode au disponible pour éviter ce scénario ou réduire les risques vers le plus vers 0 si possible que possible. Mais il devrait être réaliste. Ce n'est pas possible d'éliminer 100% le fait que la solution pourrait tomber. Si la solution
n'est plus disponible, l'authentification se passe comme il n'y a pas serveur fort présent. Du coup, c'est toujours bien d'avoir une politique des droits d'accès arrière en place. Par exemple, les GPO pour éliminer l'usage entre les tiers d'un compte et d'utiliser serveur fort pour les accès granulaires, qui est très difficile d'implémenter avec les GPO. Le but, c'est d'avoir un fallback, d'avoir un retour en arrière, un système d'arrière qui est déjà en place dans le cas où Serverfort n'est pas présent, mais avec Serverfort, vous pouvez protéger les accès plus granulairement avec un MFA. Parfait. Pareil, au niveau des logs, donc tu parlais d'alimenter, on peut alimenter un SIEM, Oui. enfin, Oui, pour les équipes, peut-être pas forcément les équipes SOC qui n'ont pas forcément l'expertise qui va bien, mais au moins, effectivement, se tourner vers l'outil pour avoir un peu plus de détails que ce qu'on peut trouver dans Active Directory. oui, exact. Dans la partie log, vous pouvez retrouver tout ce que vous voulez voir avec des filtres. Vous pouvez rechercher les utentes rejetées par Active Directory avec un protocole en particulier, avec un utilisateur en particulier, depuis une source ou une destination. Vous pouvez retrouver selon les critères que vous avez besoin. Et vous pouvez aussi envoyer les logs vers des solutions SIEM ou uniquement les logs qui matchent un certain critère. Vous pouvez les transférer vers un SOC, vers un SIEM, vers un SOR. Alors, là, j'ai pas mal de questions qui arrivent. De toute façon, alors, je pense que ça fait référence au MFA. La notification push est-elle la seule option? Donc, enfin, je te laisse répondre, mais on avait parlé du FIDO. Est-ce que le push verified est possible pour vérifier l'identité de l'utilisateur qui utilise le compte? Accepter sans faire exprès est plus simple que de renseigner un mauvais code. On détecte quand dans l'application Serverfort, il n'y a pas la notion des codes. Vous pouvez réutiliser la MFA, par exemple, Enter ID avec Authenticator pour avoir la notion d'entrer un code. Et là, c'est Enter ID qui va recevoir si l'utilisateur entre un mauvais code. Du coup, cette signal de risque est disponible dans Enter ID. Dans Serverfort, bien sûr, si l'utilisateur dit non sur l'accès, on sait que ce n'est pas un bon accès. On prend en compte dans Serverfort que l'utilisateur a refusé l'accès MFA. Ou le contraire, si l'utilisateur a cliqué sur oui par erreur, il y a aussi la possibilité d'envoyer un email vers l'utilisateur où l'utilisateur peut corriger cette demande d'MFA après le fait. Indiquer que ce n'était pas l'intention de cliquer sur oui et c'est un mauvais clic. Et c'est pris en compte. Et encore une question, alors qui est liée avec celle d'avant, mais oui, souvent là, parce que liée à la notion d'agent. Et souvent on nous dit ouais, enfin il y a d'autres, enfin tout ce qui est, il y a très très peu de solutions agentless pour les raisons que tu as expliquées, parce qu'on a besoin quand même d'être réactif, notamment dans le cas de l'interception, entre guillemets, Oui. des authentifications. Mais est-ce qu'on doit l'installer sur tous les DC ou sur un seul ou deux pour les histoires de redondance? Et en fait, qu'est-ce qu'on gagne à l'installer sur plus que deux DC? Oui, en Donc, fait, il faut l'installer sur tous les contrôleurs domaine. Et j'explique pourquoi. Si vous n'avez pas l'agence sur tous les contrôleurs domaine, il est possible de passer à côté. Parce que chaque authentification qui est traitée par un contrôleur domaine devrait prendre en compte la réponse Serverfort. Du coup, sur chaque contrôleur domaine, devrait être capable de mettre l'autente en pause jusqu'à Serverfort a analysé l'autente et répondu avec un oui ou non. Du coup, c'est très, très important que l'agent est sur tous les contrôleurs de domaine. ouais, je précise, hein, c'est aussi, quand on parle de solutions d'IT d'hier, c'est souvent un sujet, on dit on peut le mettre que sur un ou deux pour la redondance, mais souvent, effectivement, de manière à être sûr de rien laisser passer ou en tout cas d'avoir le moment initial, vraiment au tout début de la compromission, il est important de le déployer au maximum sur un certain nombre d'agents, sur tous les DC, même si on sait que c'est une recommandation, notamment par l'ANSSI, qui dit que il faudra avoir aucun agent déployé sur les DC, ce qui est quand même compliqué si on veut mettre aussi de l'EDR, enfin un certain nombre du NDR ou un certain nombre de sujets. Voilà.
Ok, bah écoute, il n'y a pas de nouvelles questions. Je pense qu'on a fait le tour de la démo. Donc, je vais y revenir. Hop, alors est-ce que c'est bon? Ouais, nickel. Je vais revenir effectivement sur le cas client que je présentais tout à l'heure. Donc, on a mis en place le tiering qui a été présenté. Et puis, ben, on aurait pu faire sans, mais il y avait aussi, donc avec Silverfort que je vais présenter là, mais il y avait aussi une notion un petit peu de ceinture bretelle, c'est-à-dire je veux pouvoir mettre en place une solution en plus du tiering model et avoir ce qu'on appelait un filtrage, en fait de l'accès conditionnel, hein, mais un filtrage IAM avancé. Donc l'idée était d'être, alors on avait montré dans le cas qui nous concernait plusieurs modèles avec de la segmentation réseau, donc du filtrage vraiment au sens des équipements, alors on était dans le cloud, mais des appliances qu'on pouvait avoir pour dire que c'était des règles, il fallait mettre des règles très très fines de comment d'accès au niveau des équipements réseau. Et puis, l'inconvénient qu'on avait aussi, c'était que dans ce cas-là, tout ce modèle de filtrage s'appuyait sur des compétences réseau qui étaient gérées par les équipes réseau et qui n'étaient donc plus aux mains, bien que ce soit du filtrage IAM, c'était plus aux mains des équipes, identité. Donc l'idée, c'était de s'appuyer effectivement un petit peu à la manière des stratégies qu'on va trouver au niveau d'Active Directory. Donc de faire du filtrage en fonction des groupes et puis là de sortir un petit peu, ça nous permettait notamment, ce qu'on voit pas bien sur le schéma, j'ai pas forcément trop le temps de rentrer dans les détails, hein, mais notamment de ne pas faire de segmentation au niveau des VDI, enfin segmentation au sens réseau, on les faisait arriver toutes dans la même zone, ce qui n'était pas le cas avec le filtrage réseau qu'on avait présenté avant. Je ne peux pas montrer tous les schémas parce qu'il y a quand même des choses, j'ai essayé d'anonymiser au maximum, il y a quand même des choses assez sensibles, mais voilà. Ce que vous voyez sur le schéma à droite, hein, voilà, c'est de dire, ben, on a mis en place effectivement, alors là, on avait un seul décès, c'était un POC hein, dans ce qu'on a mis en place, après c'est généralisé, mais donc on a mis en place un agent et l'idée c'était de reproduire un petit peu ce qu'on avait avec les GPO, enfin le modèle que vous avez vu avant, qu'on va retrouver, c'est l'interface que tu as montré tout à l'heure Franck et qui est extrêmement simple. Donc par exemple pour l'équivalent de la GPO de restriction, ben, on a choisi où on l'appliquait, donc tu as montré hein, sur Active Directory, mais effectivement c'est ça en ce sens-là, l'accès conditionnel, ça aurait pu être sur de l'Entra ID, sur du Radius, de la DFS, enfin tout un tas de sujets. Les protocoles dont tu as parlé, c'est pareil, nous on n'a pas fait de filtrage au niveau du protocole, parce qu'on ne maîtrise pas a priori, enfin ça pourrait être fait plus tard, mais nous dans le sujet, il n'y avait pas ces sujets-là de sécurité, puis on ne sait pas a priori quelle application, enfin application par application, les protocoles qui sont utilisés. Mais on pourrait très bien le faire après. Et puis effectivement, le type de stratégie où on voit, bah, qui est basé sur des groupes, hein, c'est celle qu'on nous demande le plus souvent, qui va autoriser qui va interdire l'accès pour à l'application App1, enfin le serveur App1, pour un certain nombre de groupes. Voilà. Et si on avait coché la case MFA, ben, on aurait pu avoir, enfin ce dont tu as parlé, le MFA, etc., qui aurait pu être mis en place. Donc voilà effectivement comment on peut reproduire la notion un petit peu de règles d'accès qu'on aurait eu qu'on a mis en place dans Active Directory au niveau de tiering. Donc je le rappelle, hein, on peut avec ces règles-là faire sans, complètement sans l'implémentation du tiering model. Ça reste relativement risqué parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a des fois, enfin voilà, le tiering model, on n'est pas obligé d'implémenter complètement du T0, T1, T2, mais à minima, si on fait le T0, bah, au moins avec ces choses-là, on peut faire le T1, T2 dont je parlais tout à l'heure. Et puis bon, il faut rappeler quand même que le T0, enfin le modèle classique du tiering model, ça peut être quand même la case à cocher. Enfin, c'est malheureux de dire ça, mais souvent c'est la case à cocher pour la cyberassurance. Donc, va vérifier qu'il est implémenté comme c'est écrit dans le guide de l'ANSSI, parce que si c'est pas implémenté comme ça, bah, de toute façon, si vous avez une attaque, parce qu'on a beau mettre tout ce qu'il faut en place, faut le rappeler, hein, un groupe ou un utilisateur qui est bien motivé, il arrivera de toute façon, et ça peut être par les failles donc les CVE dont on a parlé à l'origine, hein, il peut rentrer aussi par ce biais-là. Donc le cas de la cyberassurance reste un sujet, il faut être sûr d'avoir bien coché toutes les cases qu'elle demande.
Juste pour terminer sur la partie, la partie Med6, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, Med6, on est présent sur une douzaine de sites en France. On a des centres de services, alors métier historique Microsoft, intégrateur Microsoft. Donc, on fait du MSP, ce qu'on appelle donc du service manager, donc d'administration, donc du MSP sur les clouds Microsoft 365 et Azure, et des services de cybersécurité MSSP. Donc nous on utilise du Sentinel, mais après on a d'autres, voilà, on a étendu notamment l'EDR Manager à un certain nombre d'éditeurs. Le but du jeu c'est pas d'en parler là, mais voilà. On est très attaché, donc vous avez l'ensemble des services qu'on peut produire, pas forcément dans le cadre du MSP, MSSP, c'est au milieu, mais qu'on peut produire en termes de cyber, notamment sur une partie réseau. On a une filiale qui est dédiée au réseau. On est très attaché au côté bleu, blanc, rouge. Donc, c'est ce que vous avez en haut, le label Cyber Expert. On fait partie d'Exatrust. Donc, on est notamment, on intervient dans certains groupes de travail autour de NIS 2. Récemment, il y a eu quoi? Il y a eu l'avis sur le CSF, le Cloud Sovereignty Framework, avec des camarades qui sont dans Exatrust comme Dassault Systèmes ou autres. Et puis, on a le label France Cybersécurité 2026. Donc, enfin, on l'avait déjà l'année dernière, on l'a renouvelé cette année. Enfin, sur la partie Microsoft, on a été le partenaire de l'année en 2022 sur la partie cyber. Donc, en 2023, c'était Capgemini. En 2024, c'était Sopra, je crois. Donc, on est quand même assez fiers de l'avoir obtenu avant eux. On fait partie de MISA, qui regroupe un certain nombre de sociétés à travers le monde qui font beaucoup, c'est de l'édition de logiciels. Donc je pense que Silverford fait partie de Misa. Je t'avoue que je n'ai pas vérifié, mais je suis à peu près prêt à le parier. On trouve les éditeurs de DR, etc. et un certain nombre d'intégrateurs. Et forcément, le partenariat donc avec Silverford, c'est un partenariat. Alors moi, je vais parler de mon côté, puis je te laisserai après aussi donner la partie Silverford. Nous, c'est quelque chose qui nous permet d'étendre beaucoup. On a tout un historique sur la partie identité. Donc historiquement sur la partie AD, maintenant de plus en plus sur la partie Entra. Beaucoup de tiering modèles, mais il y a des fois on avait du mal à cocher des cases que par rapport à ce que nous demandait le client, malgré toute l'offre que vous avez vue à l'origine. Et Silverford, c'est vraiment quelque chose de stratégique. Je sais que dans les 2 derniers grands projets, notamment dans lesquels je suis intervenu, à partir du moment où on a évoqué l'authentification forte, alors qui est forcément, voilà, bon, je sais qu'on voit, tu en reparleras peut-être Franck, mais il y en a beaucoup qui voient de clients qui voient Silverford comme une solution de MFA, alors qu'il faut vraiment le voir comme un bonus. Et pour nous, la vraie valeur, c'est l'accès conditionnel, la façon dont on peut le mettre en œuvre. Et à chaque fois qu'on en a parlé, chez les grands comptes chez lesquels je suis intervenu, ça a fait mouche et on a même sorti du contexte du projet pour aller toucher les environnements globaux. Et à chaque fois, on parle plus de 100 000 utilisateurs, les environnements globaux d'identité des clients. Voilà. Et puis, je te laisse un petit peu le mot aussi côté Silverford. J'ai vu beaucoup des questions, c'était super. Je pense qu'il arrive quand même encore 1 ou 2 questions supplémentaires. Oui, pour le coût de la solution, il faut contacter Med6 pour demander un devis ou parler globalement sur les coûts. Pareil pour le fourchette de prix. Et Ouais, parce que je pense qu'effectivement, plutôt que de parler de prix public à chaque fois, vaut mieux en discuter pour avoir quelque chose qui correspond. Je sais que c'est aussi sans rien dévoiler, mais en fonction des fonctionnalités, vous avez su être, notamment alors on était dans le cadre de très très grands comptes, mais être souple sur le périmètre, effectivement dire je vais sur le périmètre d'utilisateur, en disant cibler vraiment un périmètre d'utilisateur et un certain nombre de fonctionnalités, vous avez su être très très souple sur ce sujet-là. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à vous rapprocher de nous. Et il y a une dernière question. La mise en place de l'Enterprise Access, donc ça, je pense que ça fait référence à la partie Entra ID sur le périmètre réseau, ou non? Ou je n'ai pas forcément bien saisi la question, mais on a tenu 1 heure tout pile, donc dans le temps qui était fixé.
Je te laisserai terminer ensuite. En tout cas, merci de vous être connectés nombreux à cette session. J'espère que ça vous a montré toute la plus-value et de l'offre Métis sur la sécurisation des environnements Active Directory, mais pas que, et sur la pertinence de la solution Silverfort pour couvrir un tas de scénarios d'usage. Et Franck, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup pour être venu sur cet webinaire et n'hésite pas à contacter Métis pour avoir avoir une prestation qui est plus adaptée à votre contexte spécifique si vous avez des questions supplémentaires. Merci Je à vous toutes souhaite et une bonne tous. journée. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.